Alors là, des fois, je vais me rapprocher de toi, je fais ça, ou l'inverse. Bonjour, chers internautes, excusez-nous, on a eu quelques problèmes techniques concernant le son. Bienvenue chez Oversteam, nous sommes carrément dans les studios d'Oversteam, à Plescop, à côté de Vannes, nous sommes chez les Bretons. Voilà, je me représente, je suis Dominique Chevelier, je suis le consultant sportif pour Oversteam. Un bref résumé de ma carrière, un record sur marathon 2h11, sur semi-marathon 1h02, 28-50 sur 10 km, voilà des années de pratique de la course à pied. Voilà, je suis un peu l'ambassadeur de la marque Oversteam. À côté de moi, le coach, le conseiller technique, Gilles Dorval. Présente-toi, Gilles. Bonsoir Dominique, content de se Bonsoir. retrouver pour cette nouvelle session de questions pour essayer de répondre à nos internautes et essayer de les orienter au mieux dans leur préparation marathon. Donc moi c'est Gilles Dorval, je suis donc entraîneur course hors stade 3e degré au niveau de la FFA. Sinon, je suis responsable du site Conseil Course à Pied sur lequel vous pouvez venir poser des questions tout au long de l'année. Et puis, vous aurez toujours la communauté, quelqu'un de la communauté qui sera Redis là pour... le nom du site parce que je sais que c'est un des sites les plus visités en France. Souvent, on me demande des conseils de sites de course à pied. Dis-moi exactement l'intitulé du site. Alors, c'est conseil avec un s-courseapied.com. Voilà. Si vous tapez Conseil Course à Pied sur Google pour pas faire de publicité à ce célèbre moteur de recherche, vous tombez dessus automatiquement. Et donc, en tant que coureur à pied, bon, j'étais plutôt jeune, j'étais sur les courtes distances, 800, 1500 mètres, j'ai fait un peu des kilomètres. Vous allez parler de marathon, Gilles, alors vous avez déjà pratiqué le marathon, je Oui, suppose. voilà, j'ai quand même goûté à la chose, donc j'ai fait un peu comme ça pour le plaisir, j'ai fait 3h23, mais bon, rien de bien... Mais nous sommes tous pour le plaisir, Voilà. athlètes de haut niveau, ou vous-même qui allez faire un marathon bientôt, parce que là on va aborder les marathons d'automne, c'est un petit peu pour ça que l'on est là. On fait tout ça pour plaisir, mais dans le plaisir on veut donner quand même le meilleur. On a tous un petit chrono dans la tête, je veux faire moins de 4 heures, je veux faire moins de 3h30. Donc nous sommes là pour répondre à vos questions. Voilà, les marathons d'automne, c'est parti. Il y a le marathon de Vannes bientôt ici. Naturellement, d'autres. Je vous verrai à New York, je serai à New York. Et le marathon de New York, là, c'est quand même près de 3000 Français qui participent au marathon de New York. Voilà, donc pour poser vos questions, vous allez sur l'onglet chat qui est juste en dessous de l'écran et vous créez un identifiant. Donc, posez vos questions, vous cliquez sur le petit mot chat et vous posez vos questions. Mais déjà, on a déjà quelques questions d'avance. Alors, avant d'aborder les questions, on va retracer un peu l'ensemble de la préparation pour ce marathon d'automne. On va la commencer, allez, on va prendre le fil conducteur à 2 mois de la préparation, enfin à 2 mois de l'objectif. Ouais, c'est à peu près là où on est. Allez, en gros, on arrondit à 15 septembre. 15 septembre, les marathons, c'est fin octobre, mi-novembre. Il y a le marathon de La Rochelle. Puis même fin novembre quasiment. Ouais, fin novembre. Donc là, on est juste dans les 2 mois. Alors, les 2 mois, en fait, ça correspond à ce qu'on appelle, nous, dans la préparation marathon, la préparation spécifique. Ça ne veut pas dire qu'avant, le coureur, il ne court pas, il ne fait pas des séances d'entraînement, il ne fait pas des séances de VMA, des séances au seuil, peut-être quelques sorties longues déjà. Ouais, c'est ce que je dis aux gens. Là, dans les 2 mois, vous allez commencer à vous investir sur le marathon. Il y a le côté sportif qu'on va vous parler, mais le côté mental. Voilà, je prépare mon marathon, je m'investis. Voilà, alors on va vous leur dire, par exemple, je vais m'entraîner 3 semaines dures, je vais relâcher 1 semaine, je vais me réentraîner 3 semaines dures. Voilà, on s'investit, on fait des sacrifices, entre guillemets. Les sacrifices, on les connaît tous. Attention, on va prendre un petit peu sur l'ambiance socio-familiale, etc. On sait qu'on va occasionner quelques petites gênes, mais tout ça, vous allez bien le gérer. Oui, et puis donc, comme tu dis, donc c'est là qu'on s'investit vraiment sur sa préparation marathon, et c'est là qu'aussi l'allure, le travail à l'allure du marathon commence à prendre toute sa place dans l'entraînement. Jusqu'à présent, on fait plutôt de la VMA, on fait un peu différents types d'allure, de travail, et puis tout d'un coup, l'entraînement va se recentrer progressivement sur l'allure marathon. Et les sorties longues, évidemment. Vous avez vu, Gilles parle d'entraînement. Attention à l'excès de compétition. Là, on est dans l'entraînement, on met toutes les chances de son côté. C'est un investissement, on le disait tout à l'heure, ça va être dur, c'est quand même, mais c'est un beau challenge personnel. Le marathon, c'est pas que le marathon, c'est ce qui se passe 2 mois avant et puis la semaine, l'euphorie qui suit le marathon. Voilà, vous êtes parti sur une belle aventure de 2 mois et demi. Attention à l'excès de compétition, mais ça, on va y revenir aussi. Oui. Alors voilà, donc
nous sommes à 2 mois avant le marathon, donc à ce mois M-2, on y va, on fait quoi aujourd'hui? Alors, donc on va commencer, bon, on va prendre le cas de quelqu'un qui court 4 fois par semaine. Ça serait bien que dans sa préparation, il y ait un footing, c'est quand même la base de l'entraînement. Une sortie longue qui va augmenter progressivement, en Ah, gros de 10 minutes par semaine. Hein. On va commencer 1h30, 1h40, 1h50, jusqu'à aller au maximum à 2h, 2h15. très bien, moi je dis Voilà. 2h15 si vous voulez vraiment vous faire plaisir, allez symboliquement 2h20, 2h30, Ouais. mais 2h15 c'est peut-être un maximum, et quel que soit votre chrono, hein, que vous soyez marathonien de très bon niveau régional ou alors un jogger lambda, même si vous allez faire peut-être le marathon en 4h30 par exemple, 4h45, on ne fait pas des longues sorties de 4 heures, hein, vous allez Voilà. rester à 2h, 2h15. Voilà. Et puis donc après il y aura une séance à l'allure marathon pour préparer, enfin pour bien enregistrer, mémoriser son allure marathon et puis habituer son corps à courir à cette allure-là. C'est ça qui va le rendre aussi économe et puis efficace le jour de la course. Et puis après on peut faire une séance de qualité, soit un petit rappel de VMA de temps en temps, ou soit une séance au seuil, comme toi tu emploies ce terme-là, séance au seuil, où on est une allure plus rapide que celle du marathon, ça équivaut à peu près à l'allure semi-marathon, quoi. On est sur une allure qu'on est capable de tenir à peu près pendant 1 heure. Voilà. Donc voilà, hein, donc là vous allez vous investir, vous allez faire plus de kilomètres. Si d'habitude vous entraîniez 3 fois, ben là vous allez passer à 4 fois, hein. On essaie de mettre toutes les chances de ce côté, donc on s'entraîne un petit peu plus, on allonge en distance et en qualité. Donc le premier mois, en effet, moi je suis plus M-2 si je puis dire, donc plus du fractionné court, hein. On va employer le mot fractionné. Donc tout à l'heure, à longueur d'année, on fait de la VMA, donc là des rappels de VMA, des un bon volume de VMA, on se prépare bien pour attaquer le deuxième mois qui sera le M-1 si je puis dire. Et là, ça sera les longues sorties, ça sera ce fameux seuil. Alors le seuil, c'est de faire des 5, 10, 15 minutes à une allure assez soutenue, l'allure du marathon, voire parfois un petit peu plus vite. Donc là, on enchaîne un petit peu les kilomètres. Voilà. Donc, il y a une chose aussi qui est importante pendant cette période-là, c'est de commencer aussi à porter une attention toute particulière à son alimentation, l'hydratation, le repos aussi, le sommeil. C'est tous ces petits détails qui, mis bout à bout, vont faire que ben, votre préparation va bien se passer. Parlant d'alimentation, les premières sorties longues vont être aussi l'occasion de commencer à tester son ravitaillement en course. Alors, on sait qu'un marathon ne peut pas se faire à l'eau claire, il faut apporter du sucre à l'organisme à un moment donné. Et donc, c'est le moment, pendant les sorties longues, de commencer à tester votre protocole Hein, vous connaissez tous maintenant les gammes de produits Oversteam, hein, naturellement, dans cette période-là. La boisson de récupération, vous prenez de Hydrixir, vous êtes entraîné, vous avez sué, il fait beau actuellement. Donc on se réhydrate, ça c'est très très important. Les gels, eh bien, vous les connaissez, mais comment on va pratiquer les gels, comment on va organiser sa compétition, ça c'est important aussi, parce que c'est bien d'avoir tout ça, mais tout ça, ça se teste à l'entraînement. Tester les produits, c'est une chose, mais comment les utiliser? Ouais. Donc, et moi, c'est ce que je dis souvent hein, au corps que je prépare comme ça pour un marathon. L'entraînement, c'est essayer d'éliminer le maximum d'imprévus qui peuvent arriver le jour de la course. Il faut que quand le coureur arrive sur la ligne de départ, il ait déjà éliminé pas mal de questions et il doit être dans un protocole bien établi. Il n'y a plus qu'à reproduire. Ça évite ça enlève du stress, ça enlève de l'angoisse. Et puis, ben, ça évite de partir sur des schémas de course un peu dans l'inconnu. On ne sait pas où on met les pieds. Voilà, on va rester dans l'ordre. On est donc dans les 2 derniers mois. On va avancer petit à petit vers le marathon. Alors, on disait tout à l'heure les grandes lignes des 2 mois précédant l'épreuve. Peut-être qu'on arrive vraiment dans le mois spécifique, là, un Ouais. mois avant, Ouais. les allures spécifiques. Vas-y, parle-moi un petit peu des allures spécifiques. Voilà, je vais aux 3h30 au marathon, ça veut dire que je cours à 12 km/h, c'est-à-dire 5 minutes au kilomètre. En général, de manière naturelle, je fais mon jogging à 10,5, 11 à l'heure, hein, je suppose, Ouais, hein, voilà, à on peu est près. toujours sur des allures un peu plus Alors, c'est lentes. quoi de faire mon allure spécifique? Voilà, je m'échauffe et puis après, je fais quoi? Alors, une séance spécifique, hein, ça se déroule, comme tu dis, ça commence par 20, 30 minutes de footing à allure plus lente que celle du marathon, évidemment. Et ensuite, on va enchaîner des fractions alors, ça peut être exprimé en temps, ça peut être par exemple 3 fois un quart d'heure à son allure, à l'allure visée le jour de la course, mais ça peut être aussi des 3000, des 4000, des 5000.
En général, on préconise de ne pas dépasser un volume de travail de l'ordre d'à peu près de 12-14 km. C'est déjà une belle séance de Très bien, travail. c'est ce que, sans se concerter, c'est ce que j'aurais dit aussi, même moi au niveau. Hein, je dépassais jamais un maximum de 15 km parce qu'après, je me disais, bah, autant faire un semi-marathon, etc. Mais après, on rentre dans la compétition. Oui, Donc, et puis toujours se méfier, parce que tes 15 km à toi, ils ne sont pas faits à la même allure que le coureur en 3h30, donc c'est plus du tout le même volume d'entraînement non plus. ah oui, moi, 15 km, c'était carrément à 45 minutes de seuil en un seul coup. Quoi. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu différent. Voilà, donc, soit on part en temps à faire 3 fois 10 minutes une allure de marathon, ou alors 3 fois 2 km et demi, 2 km ou 3 km, suivant comment vous fonctionnez. Soit vous êtes donc avec vos GPS, hein, maintenant on a tous des montres GPS qui vous permettent de dire, eh ben, c'est parti pour 3 km, j'y vais. Ou alors si c'est un simple chrono, eh bien, au bout de 20 minutes, c'est parti pour 10 minutes de train, si je puis dire, d'allure marathon. On récupère 2 à 3 minutes. Ouais, 2 minutes tranquilles. Attention, la récupération, c'est jamais trop long. Hein, sinon, bah, vous êtes frais pour repartir. Ce qui compte, c'est de s'habituer à un effort avec une récupération semi-complète. Voilà, 3 fois 10 minutes, la récupération, allez, on va dire 3 minutes de récupération. Ouais. Et récupération, c'est du jogging tout doucement. Et on repart pour nos 12 à l'heure, 12 et demi à l'heure pour le marathonien à 3h30. Oui, et puis comme tu dis, la récupération, normalement, c'est une allure que vous êtes capable de tenir pendant 2-3 heures, donc logiquement, 2 minutes de récupération suffisent amplement. Si vous avez besoin de plus de récupération, c'est qu'il faut commencer à se poser des questions si votre allure elle a été bien ciblée ou pas, parce que normalement, moi, c'est une allure sur laquelle on reste quand même très confortable. Donc on arrive sur la semaine qui précède le marathon. Donc arrivé une semaine de la course, on peut considérer que l'entraînement est Alors terminé. attention, moi je pars du principe que vous êtes bien entraîné, pendant 2 mois vous entraînez. Attention les 15 derniers jours. Alors souvent on veut le problème du marathonien, il s'entraîne bien. Les séances qu'on vient de vous dire, 3 fois 10 minutes, 3 fois 15 minutes, ça vous le faites bien. En général, vous avez tous pigé. Sauf qu'on veut se rassurer. Alors la question c'est quand est-ce souvent qui revient souvent, c'est quand est-ce que je fais ma dernière longue sortie, quand est-ce que je fais ma dernière sortie au seuil, à ce qu'on vient de vous parler là, on va pas en faire une 3 jours avant le marathon. Donc voilà, à mon avis, la dernière longue sortie, J-15 pour moi. Ouais. Ton avis? Moi, je vais pas plus loin que J-10, mais elle est beaucoup plus light que celles qui peuvent avoir lieu 1 ou 2 semaines avant. Donc c'est vrai que à 10 jours du marathon, on fait un petit rappel. Souvent, moi, ce que je fais, c'est par exemple 30 minutes à son allure marathon. Quelque chose, voilà, c'est juste une petite piqûre de rappel, mais on peut considérer que la préparation est terminée à ce moment-là. Ouais, voilà, moi aussi, dans les plans d'entraînement que je donne, la dernière longue sortie, c'est à J-15, donc naturellement le dimanche, hein, parce que là, c'est là où on est le plus disponible. Alors, c'était, allez, footing, non, excusez-moi ce mot, mais c'est à peu près 32 entre 25 et 32 km, parce que naturellement, suivant la vitesse que vous allez. Et en général, c'était 10 km plutôt facile, enfin 20 km plutôt facile, et 10 km où j'allais un petit peu plus vite, donc ce qui faisait à peu près 30 km. Alors, suivant les niveaux, hein, ça va être du 2 heures ou 2 heures et quart, etc., si c'est 28 km. Donc voilà, 2 tiers facile, 1 tiers un petit peu plus rapide, et voilà, c'est fini. Et naturellement, là, on essaie le matériel. Ouais. Alors, on a parlé tout à l'heure de la diététique, hein, des produits diététiques, hein, les produits Oversteam que vous allez prendre avec vous. Là, c'est le cas de tout tester, hein, de la ceinture, le boisson, le porte-bidon, etc. Vous pouvez tout tester et naturellement aussi l'équipement avec lequel vous allez courir. Je prendrai ce maillot-là, pas ce maillot-là. Est-ce que je mets des chaussettes de contention? Est-ce que je mets telle chaussure, etc. Donc, on essaie tout. On n'essaiera pas le jour même. Une fois de plus, on doit arriver sur la ligne de départ, sûr de ce qu'on a choisi comme matériel, sûr de son ravitaillement, et on élimine tous les imprévus qui peuvent avoir lieu en Voilà, course. vous êtes bien entraîné, on est à J-15, j'ai fait ma dernière longue sortie. 15 jours, c'est encore long, j'ai 15 jours à attendre, ça fait plus de 6, 8, 10 semaines que je m'entraîne et d'un seul coup on me dit de plus faire grand chose. Eh bien oui, c'est comme ça, il faut être fort dans sa tête. Là, le mental va être très important sur les 15 derniers jours. Ma dernière longue sortie est le dimanche. Mercredi ou jeudi d'après, ce que tu viens de dire Gilles, on est à J-10. Alors J-10, voilà un petit rappel de seuil. Alors pareil, 20 minutes de footing. Et puis je vais faire, aller un 15 minutes, un 10 minutes et un 5 minutes un petit peu plus vite à l'allure marathon. Hein, on me fait un petit rappel de seuil, si je puis dire. Et pour moi, même moi au niveau, ensuite à J-10, c'est fini. Et après, c'est quoi? Du repos, un petit footing, du repos, etc. jusqu'au jour J. Ouais. Non, mais c'est vrai, ça c'est hyper important. Hein. Combien de fois on voit des coureurs pour se rassurer, on les voit encore la semaine qui précède, se faire des grosses séances.
En fait, ils sont en train déjà de dilapider une partie du capital qui s'évertue à. Mais ça s'explique, hein, on veut se rassurer, on s'est entraîné. On a tous été comme ça, hein, on se dit on n'a pas fait assez, on Et veut en rajouter une couche et puis. en un mot, vous divisez votre entraînement par 2, voire la dernière semaine par 3. Donc c'est impressionnant. Vous faisiez 60, 80 km ou voire 100 km dans la semaine, puis d'un seul coup, on vous dit d'en faire 20, 30. Donc il y a un manque quelque part. Mais il faut être fort dans sa tête. Ça y est, les jeux sont faits. Maintenant, ça va être les détails. Les détails, c'est quoi? Eh bien, c'est le sommeil, c'est la diététique. Attention, on va régir. Là, vous faites très attention à ce que vous mangez. À J-3, le fameux régime hyperglucidique qui Ouais, se moins perd un 4. petit peu, hein, à -4, donc Ouais, moins le 4. fameux malto, hein, qui va remplacer ce qu'on faisait à notre époque, hein, où on se gavait de pâtes les 3, 4 jours avant, on était même ballonné, on avait même 1, 2, voire 3 kilos de plus parce qu'on faisait un régime hyperglucidique à base de pâtes, et là, il fallait être fort dans sa tête, parce que vous étiez sec, et d'un seul coup, vous faisiez un régime à base de pâtes. C'était que de l'eau, hein, qui nous servait à partir du 30e kilomètre, mais partir ballonné, on n'aime pas trop ça, hein. Ouais, tu Donc, prenais quoi? Tu prenais facilement 1 kilo en plus à l'époque. ah oui, Dans 1, 2 kilos, on le sent bien, on a ouais. le ventre tendu. Bon, c'est que de l'eau, hein, je le disais tout à l'heure. Donc maintenant, à J-3, vous prenez le fameux malto, hein, des nouilles liquides, entre guillemets, hein, pour essayer d'avoir une image. Et là, vous avez votre bouteille d'eau avec du malto dedans que vous prenez régulièrement à longueur de journée, et vous ne gavez pas à table. La fameuse pasta party de la veille. Ça aussi, Vas-y, alors un c'est mot vrai. sur la pasta party. Alors c'est vrai, c'est un moment convivial. Voilà, on retrouve les copains, tout le monde se retrouve le soir autour de la table. Il faut faire, en fait, il faut être précautionneux. On peut manger, il n'y a pas de problème, manger des pâtes, manger du riz, suivant ce que vous préférez. Mais il faut rester dans des proportions tout à fait raisonnables, parce que si vous mangez trop, ben, vous allez avoir du mal à trouver le sommeil. Déjà, il y a un peu l'excitation, le stress d'avant-course qui est déjà là, plus une digestion difficile. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que plus la digestion est difficile, plus ça consomme aussi ça demande de l'énergie pour faciliter la digestion. Donc, en gros, on apporte de l'énergie, mais on la dilapide en essayant lors de la digestion, quoi. Donc, l'effet s'annule et puis on n'arrive pas à dormir en plus le soir. Donc, il faut manger dans des proportions tout à fait normales. Et puis, avec les produits que vous avez pris toute la semaine pour essayer d'améliorer votre charge glycémique, il n'y a aucun souci. Vous pouvez être serein, c'est pas la peine. En fin de compte, c'est comme l'entraînement, on n'entasse pas les kilomètres, comme on ne va pas entasser les calories, les jeux sont faits, soyez le plus light. Alors d'autant plus, là on a une période de chaleur, hein, je l'ai vu, il y avait les chemins de France de semi-marathon à Belfort le week-end dernier, il y a eu Orevan ici il n'y a pas très longtemps où il faisait chaud. Et naturellement, comme tu disais tout à l'heure, Gilles, eh ben, la circulation sanguine ne peut pas être occupée au système digestif et en même temps dans les muscles. Donc, si vous pouvez avoir des problèmes digestifs en cas de forte chaleur, parce qu'il y a une thermorégulation qui se fait, et voilà, hein, de l'afflux de sang, il peut pas passer partout. Donc, vaut mieux être un peu plus light sur l'alimentation. Ne vous inquiétez pas, hein, ça va bien se passer. Si au moment du marathon, vous vous ravitaillez à chaque 5 km, etc., a priori, ça devrait bien se passer. Le jour, voilà, vous avez fait votre préparation, ça y est, vous êtes enfin sur la ligne de départ, enfin vous apprêtez sur la ligne de départ. Hein. Alors encore un petit peu la veille, hein, La veille allez, je suis encore un petit peu à la veille, tu l'as dit tout à l'heure. Moi je suis plus pressé que toi quand même. Ah oui, mais la veille, voilà, alors on fait le marathon de Vannes, alors on n'est pas obligé d'habiter à Vannes, hein, donc on se prend un hôtel, on va à Niscan, on a fait un voyage pour la Niscan, La Rochelle c'est une jolie ville, donc il y a eu un voyage, du train, un avion pour aller à Nice, etc. Donc on arrive, on trouve son hôtel, on change un petit peu ses habitudes, hein. On va dans une chambre d'hôtel, est-ce que je vais bien dormir, pas mal dormir, etc. Est-ce que je fais un petit footing avant? Alors moi je vous dirais plutôt oui, voilà, vous avez fait de la voiture, mais le jogging d'avant pour moi c'est 20-25 minutes, histoire de suer, voilà, de dire j'ai couru un petit peu, on rentre à l'hôtel, une bonne douche, et voilà, là aussi c'est un petit peu psychique si je puis dire. Tu parles des gens qui arrivent dans une nouvelle ville, qui seraient tentés de visiter. Pareil, n'accumulez pas les kilomètres de promenade la veille de la course. Ouais, mais enfin, si vous êtes à New York, je ne vais pas vous dire de rester dans votre chambre non plus. Donc, faut essayer de ménager un petit peu le bon dosage, quoi. le bon dosage. C'est plus facile de visiter Vannes que New York, naturellement. Mais si vous allez à New York, profitez. Et puis avec l'ambiance qu'il y aura là-bas, c'est assez boostant. Voilà. Donc, les habitudes qui changent, la pasta partie, on retrouve les potes, on rigole, etc. Mais voilà, ça fait partie aussi de l'ambiance du marathon, comme je disais tout à l'heure. C'est le marathon. Le marathon, c'est pas seulement que de courir 42 km 195. Alors voilà, on dort mal la nuit, on se lève. Ah, j'ai mal dormi, j'ai été énervé, je me suis tourné dans mon lit. Pas de panique.
pas de panique. Ce qui compte, c'est l'avant-dernière nuit. Hein. L'idéal, c'est de la bonne nuit du vendredi soir et de toute la semaine avant. Hein. Ouais, ouais. Moi, j'ai battu un record à l'époque personnel au marathon de Pékin. J'avais presque fait une nuit blanche à cause du décalage horaire. Et ce jour-là, j'ai battu mon record, mais je n'étais pas fier au départ de ne pas avoir dormi. J'ai fait 2:12,04, c'était mon record à l'époque. Et vraiment, j'avais été un petit peu euphorique ce jour-là, tout le temps bien, toujours un peu excité, si je puis dire. Donc, vous voyez, le sommeil, là aussi, c'est un petit peu psychique. Hein. Et toujours pareil, pour rassurer le coureur, le nombre d'exemples qu'on a autour de nous, de coureurs qui n'ont quasiment pas couru la semaine qui précédait la course, qui n'ont pas dormi la nuit qui précédait la course et qui ont battu leur record le jour J, on les compte plus. Donc, vous inquiétez pas, si vous êtes bien entraîné, si vous avez mené votre préparation en étant raisonnable, en respectant les plans d'entraînement, il n'y a aucune raison que ça se passe mal et ça ne sert à rien d'essayer d'en rajouter et puis de stresser parce que vous avez pas réussi à vous endormir à l'heure habituelle le soir. Quoi. Donc, hein, vraiment, l'entraînement la dernière semaine, c'est aller une demi-heure, 0, 0, une demi-heure, repos. Alors, peut-être le mardi ou le mercredi, vous allez peut-être faire 50 minutes, une heure, avec quelques accélérations symboliques, mais on ne recherche pas à faire une séance. Voilà, c'est priorité à la récupération, en faire plutôt moins que trop, et vous verrez, vous serez bien content au 35e kilomètre d'avoir un petit peu de fraîcheur physique, parce que le surentraînement, ça, on le paie cash. Hein. Alors ensuite, on peut aborder maintenant le jour de la course, t'es d'accord? Ça y est. Ça y est, on y est. On est une heure avant le départ. Ouais. Alors avant d'aller dans les sas, hein, vous êtes Niscan, etc. On s'échauffe un petit peu, on peut. Hein, à New York, vous pouvez pas trop vous échauffer. Vous allez dans les sas bien avant. Donc on regarde comment ça se passe. Hein, avant, on est encore bien emmitouflé. On regarde, tiens, il faudra que j'aille dans ce sas-là, etc. On anticipe un petit peu avant. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas 20 minutes comme ça, on descend de sa voiture, trouver la ligne de départ, parce que là aussi, on va stresser en disant, mais par où on rentre dans le sas, etc. Donc là aussi, organisez l'heure d'avant, les 2 heures d'avant. Hein. On arrive sur le lieu du marathon, allez, je dirais au plus tard une heure avant. Quoi. Oui, puis, Là, je vous dis, on est sur La Rochelle, on est à Niscan, on est à Vannes. Allez, une heure avant, vous êtes sur le lieu. Voilà. oui, et puis aussi la veille, si vous pouvez repérer le trajet, hôtel, pour arriver jusque sur le lieu du départ. Voilà, c'est des petits détails qui, après, font que on est plus serein, on attend de pouvoir venir. Et puis toujours une petite marge de sécurité, comme tu dis, parce que on n'est pas à l'abri d'un embouteillage, voilà, d'un souci de circulation. Donc, Eh bien voilà, on rentre dans mon sas. Voilà, je suis le coureur à 3h30 de tout à l'heure. Je rentre dans mon sas. Dans mon sas, il va être peut-être référencé d'une couleur. Je vois bien à Nice, par exemple. Niscan, c'est le sas bleu, le meneur d'allure et la reine flamme bleue. Eh bien, je rentre dans mon sas et là, ça y est, vous êtes dans l'arène. Et là, d'ailleurs, alors soit vous avez un poncho, soit vous avez le vieux sac poubelle ou le vieux sweat parce qu'il fait un petit peu frais à 9h du matin hein, au mois de novembre. Prévoyez ça aussi, hein, le vieux sweat que vous allez pouvoir jeter, balancer après dans la rue, mais vous inquiétez pas, hein, ça sera ramassé derrière. Donc ne culpabilisez pas là-dessus. Donc on rentre dans le sas et puis là, tous les gens, tous les coureurs qui sont côte à côte, ça dégage beaucoup de chaleur. Alors on peut faire quelques étirements, du contracter, relâcher pour réchauffer un petit peu le muscle. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on n'a pas pu s'échauffer, on rentre dans le sas, il y a du stress. Il y a le stress. Donc là, déjà par rapport au stress, pour éviter que le stress soit, comment dire, diminue une partie de votre réserve d'énergie. Donc n'hésitez pas à prendre des boissons comme la boisson d'attente de Versime, La boisson d'attente peut être très efficace. qui permet de maintenir un niveau de glycémie tout à fait optimal avant le départ. Après, moi, le départ, suivant le niveau, enfin l'objectif chronométrique, bon, quand on fait partie de l'élite, on a la possibilité de pouvoir s'échauffer jusqu'au dernier moment, rentrer 5 minutes avant dans le sas. Donc, mais même les coureurs élites, toi, tu faisais quoi, 10 minutes, un quart d'heure de footing? C'était vraiment 10 très minutes, light, en gros 10 minutes de footing, petite sueur entre les omoplates, j'ai arrêté. Et j'ai essayé de me délier avec des étirements, enfin si je peux dire des étirements, je me dérouillais un petit peu. Moi, je pense, tu vois, surtout notamment quand je prends l'exemple du marathon de Paris où c'est en descente les 2 premiers kilomètres. Utilisez 2-3 premiers kilomètres pour entrer tranquillement dans la course, pour faire votre échauffement. Ne vous mettez pas la pression, vous avez largement le temps de trouver votre régime moteur idéal. Enfin, voilà, laissez aller les choses. Et naturellement, hein, vous connaissez tous les fameux meneurs d'allure qui sont souvent d'ailleurs des coureurs meneurs d'allure équipés Oversteam, hein, c'est-à-dire qu'eux aussi ils ont leur gel, etc. Et ils seront là en cours de route en vous disant aussi allez, allez, on prend notre gel, il y a le ravitaillement. Donc là, c'est un coach qui vous sert pendant la course, mais vous n'êtes pas obligé de courir dans les pieds du meneur d'allure. Si vous êtes 20 mètres derrière, vous êtes 20 mètres derrière. Ça vous donne un point de repère. Voilà, c'est pas quelque chose d'obligatoire. On râle pas après le meneur d'allure, vous n'êtes pas obligé de le suivre à la rigueur, le meneur d'allure. C'est un indicateur, c'est un plus, c'est un confort que le propose l'organisateur pour le coureur.
Donc choisissez bien votre sas avec le bon meneur d'allure. Je vais aux 3h30. Je ne vais pas m'amuser à suivre le meneur d'allure jaune à 3h15. Hein. Je reste avec mon... Et on essaie de le suivre le plus longtemps possible, même si on a envie des fois de le dépasser. Restez bien prudent, caché dans le peloton. On verra, on reparlera de tout ça au 35e kilomètre. Et pareil, le meneur d'allure, quand on arrive au ravitaillement, ne pas hésiter, s'il faut, le laisser partir 10-15 mètres devant et puis revenir progressivement, vous coller dans le peloton. Pareil, c'est des petits ajustements qui, voilà, il ne faut pas se mettre de la pression, il faut laisser les choses se faire tranquillement. Le meneur, en principe, ralentit au ravitaillement pour repartir après. Voilà, vous êtes Tiens, dans... parlant du ravitaillement, juste un petit conseil aussi, quand vous arrivez près du ravitaillement, donc si vous êtes équipé de gel pour vous ravitailler en course, le petit conseil qu'on peut vous donner, c'est commencer à absorber votre gel, allez, 200-300 mètres avant le ravitaillement. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à prendre de l'eau pour bien vous rincer la bouche, parce qu'il y a toujours un petit côté sucré, un peu collant. Du coup, ça permet de bien se rincer la bouche. Et puis après, Voilà, vous le savez tous, hein, vous arrivez au 5e kilomètre, au 10e kilomètre, 200-300 mètres avant, il vous reste à peu près 50 secondes, 1 minute avant d'arriver à ce ravitaillement. Vous dégoupillez un petit peu votre gel, vous le laissez un petit peu dans la bouche, hein, vous le laissez fondre sous la langue. Et puis, en effet, alors si vous n'avez pas pris le gel en entier, il y a le petit bouchon que vous pouvez remettre dans l'autre sens, hein, qui sert de clip, qui referme un peu votre gel. Mais bon, vous prenez votre gel et ensuite la bonne gorgée d'eau derrière, obligatoire si je puis dire. Hein. On ne saute pas les premiers ravitaillements en se disant, bon, on verra plus tard. Faut boire avant d'avoir soif. Voilà. Et puis, vaille que vaille, c'est parti. Maintenant, bonne chance à vous tous. Vous avez pris le bon tempo. On ne s'amuse pas à faire des accélérations. On essaie d'être le plus régulier possible. En un mot, c'est toujours d'avoir une petite réserve. C'est se dire, je peux aller plus vite, mais je ne le fais pas. Et vous avez, là aussi, au dernier tiers de course, vous allez vous dire, eh ben, dis donc, heureusement que je n'ai pas accéléré parce que déjà, j'ai bien du mal à maintenir... mon rythme. Et là, pareil, il faut rester. On a travaillé une allure à l'entraînement, on en parlait tout à l'heure, un travail à allure spécifique, marathon. Le jour de la course, on reproduit cette allure, ça c'est la première chose. Et puis moi, souvent le repère que je donne aux gens sur marathon, c'est que le marathon, c'est 30 km d'économie, de courir à l'économie, pour que, arriver dans les 12 derniers kilomètres, qu'on a vraiment besoin d'aller puiser dans la réserve, et puis là, ça devient vraiment dur. Bon, voilà, on a encore l'énergie pour résister à la baisse de vitesse. Alors, quelques mots, hein, il y a des mots que vous connaissez peut-être pas ou certains connaissent, le fameux negative split. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire la deuxième moitié plus rapide que la première. Ça, c'est bien dans les mots, mais déjà, essayez d'être le plus régulièrement possible, pas d'à-coup, tout le temps. Économisez, économisez, économisez. Vous avez une voiture, au feu rouge, vous partez doucement et toujours le même au compte-tour. Après le ravitaillement, on ne fait pas une accélération pour attraper les 10-15 secondes éventuellement qu'on a perdu. On revient tranquillement, on se recale tranquillement dans son allure. Donc voilà, pareil, pas d'à-coup. Comme tu dis, l'image de la voiture est parfaite. On accélère tranquillement sur l'accélérateur et jamais d'à-coup. Eh bien, on y va. Je crois qu'on a plein d'internautes qui ont posé des questions. Alors, on le rappelle, hein, vous allez sur l'onglet chat. Hein, vous cliquez sur l'onglet chat ou alors sur social stream. Hein, vous cliquez là-dessus et vous allez pouvoir, un identifiant, et vous allez pouvoir poser des questions. Et au moment où je le dis, d'ailleurs, ça s'affiche. Donc, je vois Cécilia, je vois Vincent, je vois Greg qui nous pose des questions. Allez, vas-y, c'est à toi, Gilles. Déjà, alors, tout à l'heure, j'évoquais, je ferai le marathon de Paris. Je pensais me mettre dans le sas de 3h30. Je crois qu'on va être beaucoup là parce que je vois pas mal de coureurs là qui évoquent cet inscrit sur Paris à 3h30. Alors, 3h30, c'est déjà des bons coureurs. La moyenne du marathon de Paris aujourd'hui sur 45 000 coureurs, c'est 4h, 4h10. Hein. Si vous faites 4h, vous allez être classé en gros 20 millième sur 40 000. Hein. Donc le gros du peloton, ça commence à partir de 3h30, 3h45, 4h. Et je pense que ça va être la plupart d'entre vous. Mais 4h15 et terminer un marathon, c'est toujours une belle performance. Allez, tu me lis une question. Alors, du coup, il y a déjà des internautes qui ont posé des questions, mais au tout début de notre intervention. Alors, bonsoir. Alors, c'est Cécilia. Alors, j'ai pu faire le test VMA avec Dominique, quelqu'un qui te connaît. Au mois de mai à Toulouse. Hein, et j'ai pu adapter mon plan d'entraînement. Voilà. Par contre, que faut-il manger avant une séance intensive de VMA? C'est l'entraînement le midi. Donc, apparemment, elle s'entraîne à l'heure de midi. Le petit déjeuner, je suppose, allez, on va dire pris à 7-8 heures avant d'aller au travail. C'est bien de peut-être prendre une petite collation à 10 heures. Et justement, il y a un produit spécifique chez Oversteam. Bon, on est chez Oversteam, c'est ce fameux Sport Déj. Donc, soit vous le préparez et puis
en milieu de matinée, vous prenez votre collation, si je puis dire, de Sport-Déj, qui a très bon goût, hein. Il y a plusieurs parfums. Il y a plusieurs parfums, chocolat ou autre. Et voilà, et avec ça, il n'y a pas de problème. C'est énergétique et très, très digestif. Et c'est parti pour votre séance de VMA. Voilà. Et après votre séance de VMA, vous n'allez peut-être pas trop avoir faim. Vous referez peut-être une collation en milieu d'après-midi, mais possible de. Voilà, le sport déj, c'est le meilleur conseil que vous pourrez vous donner pour une séance de VMA entre midi et deux. Même pas mal, enfin, dans cette configuration, que ce soit la VMA, une sortie longue. Moi, je sais, par exemple, le jour où j'ai fait faire un footing à midi, j'avais pas mangé depuis 7 heures le matin, c'est ce que j'ai fait. Je me suis fait un bol une préparation de sport déj, et puis ça s'est passé sans aucun problème. Et après mon footing, bah, j'ai mangé, j'ai repris un repas plus. Alors, il y a Christar qui me dit préparation faite d'après le conseil courseapied.com, donc 4 sorties par semaine. Il a peur du 30e kilomètre, ce fameux mur. Voilà, bon, ce mur, c'est à vous de l'éviter, comme on disait tout à l'heure, en partant doucement. Chaque ravitaillement, votre gel, de boire régulièrement pour éviter ce mur. Mais après, il y a une histoire de mental au marathon, on le sait bien, hein, c'est pas naturel de courir très très vite longtemps. Donc votre mental, vous avez mis les chances de votre côté et après vous serrez les dents et vous tenez. Et puis... la meilleure façon quand même d'éviter le mur du marathon, c'est de se ravitailler en course régulièrement, d'apporter du sucre à l'organisme. Et la deuxième chose, comme tu dis, c'est partir sur une allure qui correspond vraiment à ses capacités et pas voir trop grand. Et en général, quand on respecte ces deux règles-là, déjà, on met pas mal d'atouts de son côté. Alors, on descend un peu, on essaie de voir. Bonsoir, quel est le volume kilométrique hebdomadaire auquel. Hop, la question vient de m'échapper, je suis désolé. Alors, quel est le volume kilométrique hebdomadaire idéal auquel le coureur devra s'habituer, surtout en sortie longue, que le coureur devra avoir pour préparer un semi? Donc la sortie longue, on l'a dit tout à l'heure, une sortie longue. Alors on va parler en temps. Alors on va parler en temps 2 heures, 2 heures et quart. Ben, naturellement, si vous courez à 10 à l'heure, ça va faire un peu plus de 25 km. Un coureur de bon niveau, il va arriver en 2 heures, 2 heures et quart à faire 30 km. Donc voilà, naturellement, si vous faites que du semi-marathon, vous n'avez pas cette fameuse longue sortie. L'entraînement est à peu près le même pour le semi-marathon, sauf que la longue sortie du dimanche, elle sera plus courte. Allez, on va dire 1h30, 1h45, la longue sortie du dimanche pour devenir un semi-marathonien. Ouais. Mais les séances de seuil, de VMA, il n'y a pas grand-chose qui change. Alors ensuite, les chaussettes de contention, vous les conseillez pendant ou après la course? Alors là, chaussettes de contention, on sait que c'est quelque chose comme, c'est un apport vraiment intéressant pour après la course. Les études ont réussi à mettre en évidence que c'était quelque chose d'intéressant. Après, pendant la course, vous trouvez du pour, du contre. Après, je pense que c'est à chacun de se faire son opinion. Et des fois, c'est plus psychologique. Voilà, pourquoi mettre on pourrait dire la question, pourquoi mettre des bas de contention si vous n'en avez pas besoin? Ouais. Alors en effet, pour certaines femmes, des retours veineux, on peut avoir des varices. Moi, en ce moment, j'ai une varice qui de temps en temps me fait mal quand j'ai la chaussette, elle me fait pas mal. Donc, vous voyez, à vous de voir, vous avez un petit peu mal au mollet, vous pouvez mettre la chaussette, le manchon, c'est un manchon, il n'y a rien au-dessus, c'est aux chevilles et aux genoux. Donc voilà, et puis au pire, si ça vous gêne, eh bien en cours de route, vous arrêtez, vous leur baissez jusqu'à la cheville, voilà. Donc voilà, mais bon, si vous n'avez pas besoin, ce n'est pas une obligation de courir avec. Ça ne sera pas un plus. Préparation musculaire pour un marathon. Donc apparemment, la question, c'est comment éviter les blessures musculaires lors d'une préparation marathon. Alors, la préparation du muscle à l'effort, ça se fait aussi tout au long de l'année. C'est par des séances qu'on appelle, nous, de préparation physique, PPG, préparation spécifique, PPS. Donc, n'attendez pas vos préparations marathon pour faire un peu de travail de renforcement musculaire. Le travail de renforcement musculaire, ça peut se faire par des éducatifs qu'on emploie dans les clubs athlétiques, des montées de genoux, des talons-fesses, enfin tous ces petits exercices, mais aussi séances de côte. Les séances de côte, je pense, c'est une des solutions les plus simples à mettre en place et abordables par le plus grand. Voilà, vous faites de la musculation de manière naturelle. Quand vous montez une côte, alors c'est un effort entre 30 secondes et 1 minute, vous montez une côte, vous la redescendez tout doucement, vous la remontez, c'est une adaptation cardio. Vous faites de la VMA, vous faites de la puissance parce qu'il faut pousser sur les cuisses.
Vraiment, la séance de côte, c'est de la musculation naturelle et Voilà. ça vous gaine en plus, hein, parce que vous faites travailler vos abdominaux. Alors là, je viens de voir une question aussi sur, pas Manodou, mais c'est comment son nom attendez, je remonte parce qu'on a beaucoup de questions. Je prépare le marathon de Vannes, mon deuxième marathon. J'ai acheté le pack marathon Verstim. Question alimentaire, que manger la veille, on l'a dit tout à Voilà. l'heure. Hein. Manger normalement l'assiette de pâtes, ok. La pasta partie avec les copains, les copines, ok. Mais une assiette, pas deux. Alors qu'autrefois, on se rechargeait, on demandait des rabes. Puisque vous avez consommé votre malto les 3 jours d'avant, donc juste l'assiette de pâtes. Et le matin, je me contente d'un demi-gâteau sport. Alors déjà, demi-gâteau sport, c'est déjà pas mal, hein, parce que le gâteau sport, lorsque vous faites cuire votre gâteau sport, ça peut vous servir en effet 2 à 3 fois. Hein, donc vous congelez la deuxième partie, un gâteau sport et votre café. Et combien de temps avant? Eh bien, on préconise entre 2 heures et 1 heure et demie avant. Si vous voulez être sûr de vous, bien, de 2 heures avant le marathon, vous prenez votre gâteau sport. Et ça, je crois qu'au niveau Ouais. diététique, ça a été un plus sur ces dernières années, comme c'est pas possible. Ouais. Moi, j'aurais bien aimé connaître le gâteau sport il y a quelques décennies. C'est vraiment un plus, hein, je l'avoue. Ouais. Bruno Brestois, faut-il avoir plusieurs paires de chaussures, laisser les chaussures au repos après une séance d'entraînement? Alors les paires de chaussures, moi je connais des coureurs qui ont toujours la même paire de chaussures. Après, l'idéal c'est d'avoir une paire de chaussures faite plutôt pour les sorties un peu plus longues, et puis une paire de chaussures pour les travails plus rapides, style VMA et séance au seuil. Je pense qu'avec 2 paires de chaussures, déjà, on est bien équipé pour pouvoir Ouais, mais s'entraîner. c'est vrai, c'est peut-être un peu juste parce que S'il pleut, naturellement, s'il fait mauvais, si elle va sécher. la chaussure, vous l'usez, donc vous vous adaptez à une chaussure usée. Après, vous repartez avec une chaussure neuve, faut se réadapter. Alors que si vous avez un turnover de 2 ou 3 chaussures, eh ben, le pied s'adapte dans les 3 chaussures, quoi, quelle que soit la chaussure que vous mettez. Allez, Noël va bientôt arriver, réclamer des paires de chaussures au Père Noël. Ensuite, il y aura la fête des mères, la Saint-Valentin. Profitez d'avoir un petit stock de 2, 3, voire 4 paires de chaussures. La chaussure de trail, la chaussure de course sur route, la chaussure pour le footing basique, etc. Oui, et puis dans les chaussures, comme tu disais, Dominique, on change jamais les deux en même temps. On le fait de façon intercalée pour que justement on ait toujours une paire de chaussures qui soit vraiment formée à son pied et qu'il n'y ait pas des changements Allez, on est trop. dans la chaussure. Il n'y a pas de question, mais je suppose qu'il y a le minimaliste. Vous avez tous entendu parler, minimaliste. Les fameuses chaussures, chaussettes, si je puis dire. Hein, on va pas citer les marques, mais des chaussures chaussettes, c'est-à-dire il n'y a aucun amorti. Là aussi, le pour, le contre, mais faire un marathon en chaussures minimalistes, c'est un petit peu risqué. Alors naturellement, vous avez des bonnes sensations. Hein. C'est comme courir avec une chaussure à pointe ou courir pieds nus sur la plage. Ça va bien 20 minutes, 30 minutes, mais j'ai vu quelques marathoniens qui ont des chaussures minimalistes. Je pense qu'on prend des risques ou alors on a fait de la marche pieds nus toute sa vie. Oui, ouais, il faut aller vraiment sur la pointe des pieds sans faire de jeu de mots. Bonsoir. Après 4 semaines d'entraînement, j'ai un nerf de bloqué depuis 2 semaines. Donc, en pleine préparation, un petit bobo technique apparemment. Et il reste 4 semaines de préparation avant le marathon de Lausanne. Je suis dans le groupe des 3 heures. Je me demande comment Alors, faire. Petit Jean, tu vas à Lausanne. À Lausanne, tu vas voir les meneurs d'allure de mon club de freerun hein, qui sont parrainés par Oversteam. Donc, le garçon à 3 heures, donc c'est un garçon que j'entraîne en 3 heures, il s'appelle Stéphane. Bah, déjà, si tu as mal au dos, en effet, lorsqu'on s'investit un petit peu, Moi, on va l'ostéo voir. déjà, pour essayer de Ouais, voir si c'est pas une un solution ostéopathe. simple Regardez à mettre en place. si tes chaussures ne sont pas complètement usées aussi. Est-ce que tu cours toujours sur le même côté de la route? Vous savez, une route, c'est bombé. Hein. Alors, de temps en temps, il faut savoir courir d'un côté à droite, mais aussi courir à gauche ou au milieu, c'est une petite route peinard. Mais on ne fait pas tout son entraînement sur le même côté d'une route. C'est risqué. Donc, naturellement, mais là, ça y est, il est un nerf bloqué. Bon, c'est des expressions qu'on n'emploie plus trop, mais un bon ostéo, peut-être que tu vas couper l'entraînement 4, 5 jours de suite, c'est pas grave, c'est pas parce que tu vas arrêter 5 jours de repos, ton corps va se remettre en place, voilà, n'aie pas peur de couper 5 jours, c'est pas parce que tu vas couper 5 jours que tu vas louper ton marathon de Lausanne qui, je le répète, a lieu le 27 octobre, donc pour l'instant tu n'es pas en retard, petit Jean, il faut y croire encore pour Lausanne. Ouais, pas de panique, il n'y a pas de souci. Alors, que pensez-vous de la méthode Cyrano? On en parle de plus en plus. Alors là, Si, j'ai entendu parler de ça, là, mais là, il j'avoue faut... que Allez, Phil Surf, redis Cyrano, là. c'est Vincent, 59. Ouais.
Cyrano Ah oui, Quesaco. Ah oui, bah ouais, oui. ben j'avouerai que bon, là il y a des fois il y a des termes, peut-être on le connaît sous une autre appellation, mais là moi je vais être très franc, je connais pas. Bah si, je crois que c'est ça, c'est de courir, oui, voilà, c'est ça. C'est de mettre de la marche dans, voilà, je cours, bah, comme il y a marqué là, il met l'exemple, je cours 12-13 minutes, je Je marche marche une une minute, minute. je repars Voilà, de 12-13 minutes, voilà, il d'accord. y a une méthode comme ça, et il paraît quand Ouais. on peut faire une performance, etc. Moi j'ai tout connu, hein, j'ai connu plein de trucs comme ça dans les 20, 30, 40 dernières années. Eh bien, si vous voulez vous mettre à marcher alors que vous avez envie de courir, je trouve ça un petit peu bizarre, mais est-ce qu'avec ça, pour terminer un marathon pour un débutant, oui, ça c'est sûr, hein, quelqu'un qui veut terminer son marathon, allez, je vais dire en moins de 5 heures, il va mettre de la marche dedans, ça c'est sûr. Mais Cyrano, bah, je sais pas, peut-être qu'au marathon de Bergerac, ça va aller. Bon, c'est Ouais, facile, je sais. ouais. Non, ouais, ouais, c'est bon, voilà. C'est pourquoi pas. On n'est pas, il faut pas être fermé à tout type de d'innovation et puis d'expérimentation. Il y a toujours des Maintenant, cas extrêmes. Là aussi, il y voilà. a Mustapha, 60, qui me dit on voit des gens courir 365 marathons en 365 jours. C'est-à-dire, le gars, il va faire 40 km par jour. Vous allez trouver un illuminé qui est capable de le faire. Moi, à une époque, je courais 30-35 km par jour. Donc, à la rigueur, je courais presque un marathon par jour, hein. Il y a toujours des illuminés qui sont capables de dire eh ben, je vais faire 42 fois, 365 fois 42 km. C'est possible, tout est possible. Il perd un jour ou l'autre, hein. L'année d'après, il est blessé, etc. Donc voilà, voilà, ce sont des extraterrestres, pourquoi pas, mais Oh, vraiment, ce ne sont pas des exemples. ouais, voilà. Et puis c'est surtout pas le bon exemple pour aller Non. chercher une pointe, enfin une performance de pointe. Ah bah là, on parle. Il sera toujours à un rythme Voilà, là, il fait son tranquille. Et footing, puis hein, voilà. voilà, il Donc ne cherche pas la performance, hein. voilà, c'est juste enchaîner les distances. Bonsoir, je veux gagner 15 minutes cette année au marathon de Paris. Donc apparemment Bruno vise 3 heures. L'an passé, il s'est baladé en 3h12. Veut gagner un quart d'heure d'un coup, c'est déjà 3h12, c'est déjà une belle performance. Moi, je dis déjà être capable de reproduire une performance équivalente à son record, allez, en gagnant un tout petit peu 5 minutes, ça sera déjà un bel objectif. Il vaut mieux aller étape par étape que d'être trop gourmand, parce que là, ça fait un différentiel quand même important. Assez énorme, hein, on le Ouais, sait tous, ouais. hein. 3 heures, c'est 14 à l'heure. 3h15, c'est 13 à l'heure. Gagner 1 à l'heure pendant 3 heures, c'est quand même important. Alors après, tout dépend d'où il part. Peut-être que l'an passé, tu étais débutant. Allez, tu avais 3-4 kilos de trop que tu as perdu aujourd'hui et que tu es en pleine phase de progression. Mais on ne bat pas son record comme ça de 12 minutes. Ou alors on est vraiment un novice doué, hein, parce que le mec, il peut être un petit peu doué, courir à 3h15, et puis depuis un an, il s'entraîne, il est capable de faire 3 heures. Si vous une 15 sur semi, oui, ça peut être envisageable. Mais maintenant, Voilà, on ne connaît pas ton passé sportif, ouais. mais attention, on n'arrive pas comme ça à 3 heures d'un seul coup, hein. Alors, j'ai fait 1h23 aux 20 km de Bruxelles, d'accord? Et donc, 39 minutes sur un 10 km. Combien puis-je espérer réaliser sur un marathon? Bon, en général, on dit que, Ah bah allez, oui. on peut appliquer allez, un coefficient de 2,1 à 2,5. On prend son temps marathon, multiplie par 2,2. Et puis, on a quelque chose d'assez fiable. Toi, tu as une autre méthode, Moi, tu fais plus du simple, croissant, moi, quoi. 1h23, 1h23 égale 2h46, 2h56. je rajoute un quart d'heure. Monsieur, vous êtes capable de faire moins de 3 heures. Allez, Parce que, lorsque vous faites une 23 ou 20 km, 39 ou 10 km, je trouve que ça ne correspond pas trop. Tu dois aller un petit peu plus vite sur il y a le un 10 petit décalage. km, il y a un petit décalage. Quand même. Mais 1h23, ah, c'est au 20 km, c'est 20 pas le km, marathon. ouais, c'est pour ça. Ah, Donc c'est ça proche du marathon. Ah non, ça non, fait là, c'est. 26, Ah, non, 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 là, on est en 3h10. Là, 3h10, ouais, c'est Allez, ça. tu vises moins de 3h15. Pardon, bah, j'avais vu 1h23 au Ouais. semi-marathon. Mm. Alors, Franck, bah, tu pars en 3h15, ça devrait le faire. Alors, d'après une étude américaine, 1 kg de perdu permet de gagner 4 minutes sur marathon. Qu'en pensez-vous? Bah là, ça Je sais dépend. pas, j'ai pas un kilo à perdre, Ouais. donc. Ouais, ouais. Non, mais. Non, ouais, là, pareil aussi, ça dépend les individus. Il y a tellement de critères qui rentrent en ligne de compte. Ça dépend de son niveau de départ au coureur. Ça dépend aussi de son nombre d'entraînements. Enfin, voilà, c'est généraliser par rapport à des études comme ça faites, c'est compliqué, quoi. Ah bah, c'est sûr, même moi, si je perds 1 kilo, 4 minutes, ça serait trop énorme, hein. Bah Si je ouais, vais au 2h11 et je ouais. perds c'est pas ça qui va me faire faire 2h07 au marathon, 2h08. Donc voilà, ça dépend d'où vous partez aussi. Et- Et en effet, on essaie de ne pas d'avoir de surcharge pondérale, si je puis dire, avant de faire un marathon.
Snarf 31, bonsoir. Au bout de combien d'années de course à pied peut-on envisager de faire un marathon de façon Ah, ben sérieuse? voilà une bonne question. Voilà, on est débutant, on vient chercher les renseignements sur le site Oversteam ou sur le tien, Running Conseil, Course à pied. Ouais. Conseil Course à Pied, et on veut faire un marathon. Tout à l'heure, on a parlé pour des gens qui étaient un petit peu habitués à courir. Là aussi, si tu es un sportif, tu peux aborder ton marathon relativement dans 6 mois, mais allez, l'idéal, on est aujourd'hui, allez, SNARF 31, dans un an, je pense que tu es capable de faire un marathon. Voilà, Ouais, mets ouais. toutes les chances de ton côté. Allez, entre 6 mois, une année pour faire ton marathon. Ton Alors, premier marathon. 3h18 l'an passé, quel entraînement pour passer à 3h10? Ben, en fait, il n'y a pas de grande modification à apporter, hein. C'est tout simplement un ajustement des allures de travail à l'entraînement. Si jamais ben, tu vois, c'est donc Rital 06, si jamais tu vois qu'à 3h10, quand tu travailles sur des allures 3h10, c'est difficile, il faudrait peut-être commencer à se poser la question si l'objectif n'est pas un peu trop élevé. Il faudrait peut-être passer par la case 3h15. Mais en fait, tout dépendra des sensations d'entraînement, si la fréquence aérienne ne monte pas très haut. Donc, ça sera des indicateurs qui permettront de voir si cet objectif est réalisable ou pas. Et puis, il faut voir aussi les 3h18, comment ont été réalisés l'année dernière sur marathon, quoi. Voilà. Alors, une autre question qui revient souvent, là, on a eu le débutant qui veut faire son premier marathon. L'âge, là, il y a Franck qui me dit, est-ce qu'il est mauvais de commencer un marathon trop jeune? Alors, moi, je suis un bon ou un mauvais exemple, je ne sais pas. Je suis à peu près à 100 marathons. J'ai commencé à 23 ans. Alors, à 23 ans, la première année, j'en ai fait 5 parce qu'on ne savait pas à l'époque qu'il ne fallait pas en faire beaucoup. Vous voyez, aujourd'hui, je suis encore en bonne santé. Et à 23 ans, en me disant, mais t'es fou à ton âge, tu ne diras pas longtemps, tu vas te flinguer à faire du marathon. Non, ce qui est pas bon, c'est l'excès de marathon. Mais un jeune de 22, 23 ans peut faire un marathon. Attention à la récupération qu'il y a derrière. Un voire deux marathons, ou alors un marathon et un trail. Mais vous pouvez commencer le marathon. Ouais, je dirais cet âge-là, moi, 21, 22 ans, faire un marathon avec son papa, avec sa maman. Pourquoi pas? C'est possible. À vous de bien le récupérer. Puis l'année prochaine, vous en faites un autre. Mais on ne commence pas spécialement à faire du marathon à 30 ans ou 40 ans. Voilà, on est mûr, on est jeune, on y va. Alors, Fred Zoul, jusqu'à quel point la température le jour de la course influe sur le temps réalisé? Ouais. C'est vrai que, alors on sait que les conditions idéales, jusqu'à 10, 12 degrés, c'est température tip-top pour faire un marathon, ni trop chaud, ni trop froid. 15, ça va encore. À Et partir de 20 degrés, même ça. 17. Hein. Ouais, Moi, ouais. j'avais le champion belge Vincent Rousseau, qui était un des meilleurs coureurs, qui battait les Kenyans à l'époque, hein, au début des années 90. C'était le meilleur coureur du monde, si je puis dire, régulier à 2h07 au marathon. Et il avait un contrat avec les organisateurs Londres, Berlin. S'il faisait plus de 2h10, s'il faisait plus de 17 degrés, il prenait pas le départ parce qu'il ne supportait pas la chaleur. Donc, on est moins performant. Ouais, dès lorsque ça approche les 17-20 degrés, ça y est, vous pouvez remettre votre chrono un petit peu à la baisse ou à la hausse, si je puis dire, parce que vous n'y arriverez pas. Et ça, c'est des ajustements que souvent le coureur n'ose pas faire. Et il essaie quand même, Il hein, on essaie l'a quand vu. même. On l'a Et vu, il fait 25 degrés, je peux faire 3h30 et non, et là, vous ouais. prenez deux ces claques parce que c'est pas possible. Alors, peut-on courir sur 5, 10, semi et marathon la même année? Ça, c'est franc. Ben, si le coureur, après, tout dépend ce qu'il recherche à travers ces différentes courses. Si jamais l'objectif, c'est le marathon, bon, il pourra se faire des 5 km, des 10 km comme ça pour le plaisir, mais on peut pas être à la fois hyper performant sur 5 km et hyper performant sur marathon parce que l'entraînement se différencie à un moment donné dans les allures spécifiques à travailler, justement. On ne va pas travailler tout à fait les mêmes allures quand on prépare un 5 km que quand on prépare un marathon. Donc, on ne peut pas être performant tout du long, quoi. Et là aussi, hein, il y a Raphaël qui nous demande le délai entre un semi-marathon et un marathon. Ben, c'est 3 semaines. Enfin, moi, je mettrais 3 semaines. Hein. Là aussi, il y a une légende qui dit 1 km un jour, donc 21 km 21 jours. Vous faites votre semi-marathon, vous avez bien donné, vous avez fait votre semi, vous récupérez un petit peu. Et c'est vraiment 3 semaines après que vous faites soit une autre course ou soit votre marathon, 3 semaines à un mois avant. 15 jours avant, c'est un petit peu juste, ou alors vous le faites vraiment à une allure marathon, ce que je suis pas spécialement pour moi les allures marathon, enfin Ouais. les semi-marathons, allure marathon plutôt. Ouais. Après, toujours pareil, si, là je pense que Raphaël nous parle dans sa préparation, est-ce que c'est le dernier semi-marathon à fond et le marathon? Parce que si jamais Raphaël fait une préparation semi-marathon sérieuse, il va avoir plus de 3 semaines parce qu'il va avoir la récupération, comme tu dis, Dominique, et puis après il va refaire un cycle de travail. Donc on va se retrouver peut-être à 2 mois après son semi-marathon, le jour où il va vraiment pouvoir s'aligner sur son marathon. Maintenant, si c'est le semi-marathon qu'on intègre dans la préparation, comme tu viens de l'évoquer à l'instant,
Oui, à 3 semaines, c'est bien, quoi. Moi, un semi-marathon préparatoire, 3 semaines, c'est bien. Après, 15 jours, ça commence à faire proche de la course quand même. Il faut laisser le temps à l'organisme de récupérer. Greg, il demande, Greg 59, j'ai fait Nice en novembre et Paris en avril, sont-ils assez espacés? Oui, Ah ouais, aucun ah ouais, problème, ouais, Greg. ouais, ouais. Tu fais ton marathon de novembre, là, tu récupères bien après Nice-Cannes et après l'hiver, tu fais de la qualité, tu repars pour Paris. C'est l'idéal, il y a 6 mois d'écart, pas de problème. Ouais. Pareil, Madoudou qui demande entretenir les qualités de vitesse. Ben voilà, tu as fait cette fameuse VMA, vitesse maximale aérobie, en faisant du fractionné sur la piste. Eh bien, tu entretiens toujours des séances. Peut-être que tu fais moins en volume, au lieu de faire 12 fois 400 mètres, par exemple, tu entretiens ça en n'en faisant que 8 de manière régulière, mais tu entretiens toujours ça de manière régulière, une tous les 10 jours, tous les 15 jours, suivant ton niveau, suffira pour garder, le jour où tu repartiras sur un vrai plan d'entraînement, sur un investissement pour une course, eh bien, ton corps aura en mémoire ses qualités de vitesse. Moi, en général, dans les plans d'entraînement que je fais, je mets une petite séance de rappel de VMA tous les 15 jours. Tu vois, on retombe sur la même chose. Et le volume, tu l'as diminué un peu? Et on reste plutôt sur la VMA courte, c'est-à-dire des intensités d'effort qui sont à 100, à 80, enfin, à 100% de la VMA, peut-être 105 si on fait du 30-30, tu vois. Ouais. Mais sur des distances assez courtes. C'est juste une petite piqûre de rappel, 1 minute maximum. Une minute, vous voyez ce que Ouais. je disais, moi, des 300 mètres, des 1 Voilà, minute, voilà. voilà, des rappels, mais sans mettre un gros volume, 8, 10 fois 300 mètres, 8 fois 400 mètres, ça entretiendra toujours des qualités de vitesse, mais important à faire quand même. Hein. Dominique, quel était votre meilleur VMA? Tu faisais des tests de VMA à l'époque? Bah, Bien sûr. le mot VMA n'existait N'existait même pas. pas. Voilà. Puissance aérobique. Donc, on parlait à l'époque. et ensuite, j'ai fait des tests VMA sur tapis en laboratoire. Et comme par hasard, on le dit tous, la VMA, c'est une allure que vous pouvez tenir entre 5 et 8 minutes à peu près. Un athlète de haut niveau, c'est à peu près 8 minutes. Et comme par hasard, mon record sur 3000 mètres, hein, c'est de 8 minutes 6. Et 8 minutes sur 3000 mètres correspond à 22,5. Et en effet, lorsque je faisais des tests sur tapis roulant, j'avais une VMA de 22,5 à l'heure à l'époque. Et mon seuil, le fameux seuil où je pouvais stabiliser pendant 1 heure, c'était à peu près 20 km/h. Donc je pouvais me permettre de faire des semi-marathons à l'époque. Mais voilà, c'est des chiffres extraterrestres pour vous. Donc voilà, j'avais une VMA de 22,5. Aujourd'hui, à mon grand âge, je suis plutôt à 19,5. Vous voyez, j'ai perdu 3 points. Ce qui est déjà joli. Donc ensuite, je planifie mon premier marathon en 2014 avec une VMA de 16 km/h. Quel temps peut-on espérer faire sur un marathon? Alors, la VMA, c'est un point de départ, mais c'est pas une vérité non plus, parce qu'il peut y avoir des coureurs qui ont des VMA très élevés. Toi, tu parlais de 22,5, moi j'avais une VMA de 22, donc j'étais pas loin de la VMA de Dominique, sauf que dès que je passais sur du long, je tenais pas. Alors moi, je pouvais tenir 85% de ce chiffre-là très longtemps, tandis que toi, j'étais sur les demi-fonds, donc tu étais capable de tenir un très haut pourcentage, mais sur des périodes très courtes. C'est pour ça qu'une VMA de 16 km/h, ça donne des indications pour gérer des séances de VMA, calculer ses allures, mais après, ce qui va faire que le coureur va être capable de tenir telle ou telle allure sur un marathon, bah, ça va être déjà son vécu sur semi-marathon, les repères qu'il va se construire, donc, allez, on va dire qu'un coureur à 16, une VMA de 16, le pourcentage, c'est quoi? Allez, il va le pourcentage est plus lié, pas à la VMA, mais au tour de course, c'est-à-dire la durée de l'épreuve. Allez, on va faire 3h30, 3h45 dans ces eaux-là, ce sera déjà un bel objectif avec une VMA de 16 à l'heure. Alors là, il y a Greg qui repose quand est-ce qu'on doit arrêter le fractionné en préparation. On l'a dit, le fractionné violent, la VMA, dans les 15 derniers jours, on n'en fait plus. On ne s'agresse pas à faire du fractionné très violent. À J-10, on fait une séance au seuil, on l'a dit tout à l'heure, hein, sur des fractions plutôt longues. Mais laissez tomber toutes les séances de VMA dans les 15 derniers jours. Ça ne changera plus rien de faire des 200 mètres à une semaine avant. Ça ne changera pas grand-chose. Ouais. Ensuite, quel cross cet hiver avant une préparation de marathon du printemps? C'est vrai que ça, c'est une piste qui est souvent peu utilisée. Bon, là, on était en train d'aborder les marathons de l'automne, mais l'automne, c'est vrai aussi, c'est la saison des crosses. Et les crosses, c'est un des outils que moi, je préfère dans les préparations de marathon de l'automne, parce qu'on fait travailler toutes les qualités musculaires, cardiaques du coureur, et des qualités qui sont après hyper intéressantes pour pouvoir venir greffer. Moi, je suis d'accord avec toi, Gilles, mais le coureur, les nouveaux coureurs, le mot cross-country, ça leur fait un petit peu peur. Alors, c'est vrai qu'il y a des courses sur route l'hiver, des corridas sur 10 km. Donc, allez-y, si vous pouvez faire 2 ou 3 corridas, hein, c'est 10 km, ou alors pour mesdames, des parisiennes, des courses comme ça sur 6-7 km, des courses un petit peu toniques et courtes, ça sera un plus aussi. Hein.
On va bientôt, allez, il nous Ouais. reste quelques minutes. Allez, Allez, encore une ou deux petites questions. En tout cas, vous avez été beaucoup à poser des questions sur le site Oversteam. On vous en remercie. Allez, encore quelques questions. Gilles. Trian74, quelle fréquence pour la prise des gels 5, 7, 10 km? Bah alors là, encore, il y a une solution très simple. Par le pack marathon, vous avez un protocole qui est indiqué avec les produits qui sont à l'intérieur du pack. Et puis, donc, généralement, enfin, ce qui est préconisé, c'est une prise de gel tous les 5 km. Et il n'y a plus qu'à suivre le protocole. C'est relativement simple. C'est une alternance avec les gels antioxydants et les gels Energix. Et puis ensuite, à la fin, ben, vous avez le coup de fouet et puis comment ça s'appelle déjà, le coup de fouet et le Red Tonic. Voilà, donc le 7, vous pouvez l'enlever à Voilà. 5, 10, 15 et comme on disait tout à l'heure, 200 mètres avant la zone de ravitaillement pour boire la gorgée d'eau. Donc alors, on va dire 4,8, 9,8, etc. Donc vous avez mais le protocole est bien écrit, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. En pleine préparation du marathon de Toulouse, je viens de faire 1h47 au semi-marathon, d'accord. Mon coach me dit que je peux passer sous les 4 heures, VMA 14 km/h, merci. Oui, Franck, oui, ça me semble. Donc ça fait, on prend le calcul de Dominique, ça fait donc 3h30 si on additionne les deux, plus 5. Oui, la barre des 4 heures est tout à fait jouable. Bon, allez, pour nous se flatter un peu. Merci les gars, on vous adore. Merci Greg, t'es gentil. Quel marathon je vais faire à l'automne? Alors moi, si j'en fais qu'un cette année, si j'en fais qu'un par an, c'est le marathon de New York pour accompagner tous les Français là-bas. Nous sommes 2800 Français au marathon de New York. Donc, mais je serai aussi un Niscan, mais comme ça, pour être le conseiller sur le stand Oversteam, je serai. D'ailleurs, à l'automne, vous pouvez retrouver notre partenaire Oversteam sur les marathons de Vannes, les marathons de Niscan, et puis le marathon de La Rochelle, évidemment. Allez, pour faire la passerelle, le marathon, là, le thème c'était le marathon d'automne. Il y a le trail, on le sait tous. Vous aimez, certains d'entre vous aiment faire du trail, c'est-à-dire des longues distances. Il y a Mustapha, voilà, Kriburg, j'ai mis 9h45 au 100 bornes, puis je tentais l'UTMB. Eh ben oui, vas-y, Kriburg. J'étais à l'UTMB, j'ai vu ce que c'était. Si tu as fait un 100 bornes, c'est que tu peux courir l'UTMB. Là aussi, à toi de te préparer. Tu peux faire un marathon aussi pour préparer tout ça. Mais tout ça, nous sommes de la grande famille de la course à pied. Et là aussi, il y a l'entraînement, mais il y aura aussi tout ce qu'on vient de dire, et d'autant plus important pour les longues distances. Et voilà, vous pouvez faire de l'ultra trail. Là aussi, c'est ce qui compte, c'est ne pas faire trop souvent. La dernière pour toi. Tu as pris ta dernière, je prends ma dernière. J'ai participé donc à 2 marathons à 1 an d'intervalle, mais à chaque fois, j'abandonne au 26e et au 30e kilomètre. Est-ce un signe d'une mauvaise préparation? Je suis pas sûr que ce soit la préparation qui est mauvaise, c'est tout simplement ton allure sur les premiers kilomètres qui est peut-être un peu trop élevée. Et il suffirait de peut-être d'aller à 2000 km/h moins vite sur cette première partie de course, comme on disait tout à l'heure, les 30 premiers kilomètres, c'est l'économie de l'économie de l'économie. Et en étant un peu plus prudent, un peu moins gourmand sur le début de course, il y a de fortes chances que tu puisses relier la voilà, il a 55 ans, Mustapha. Alors, 55 ans, freine, Mustapha. En tout cas, on va remercier Phil Surf, on va remercier Greg59, on va remercier Adrien06. Voilà, salut Adrien, je vois qui tu es. Suc, Patrice. Oh, salut Suc, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite une bonne santé. Tu en as besoin, Franck, Ben Repos, etc. Donc, merci à tous. Eh bien, on se retrouve sur des chats vidéo d'Oversteam. On se retrouve, tous les conseils, vous les retrouvez sur le site www.oversteam.com naturellement. Moi-même, je serai sur les stands, je serai à Niscan, je serai à La Rochelle pour répondre à vos questions. Les meneurs d'allure Oversteam seront là aussi sur les courses pour répondre à vos questions. Et puis toi, Gilles, lui, vous le retrouvez sur son site, vraiment, allez sur son site, vous aurez vraiment les bons conseils. Ouais. Bonne soirée Dominique, à très bientôt. Gilles, au revoir Gilles. Plaisir. Allez, bonne soirée à tous et merci.